Crucified my love, and you never said another little word. They crucified my love, and you never said another little word. Je reviens à l'instant du temple des 1000 Bouddhas. Une épaisse pagode à triple toit, posée en pleine campagne bourguignonne, aux environs de Montceau-les-Mines. La roue du Dharma, encadrée des 2 biches compassionnelles, se voit de très loin, ses dorures tranchant rudement sur les vapeurs automnales dégagées avec lenteur par les arbres environnants. Le grand temple est couvert de couleurs intensément criardes et infantiles. On dirait une crèche pour enfants mentalement retardés. Cet endroit concentre toutes les fausses images que se font les Français désœuvrés des spiritualités orientales, en quête perpétuelle d'une alternative à leurs laborieuses séances de psychanalyse. Il paraît que cet endroit est le plus grand temple bouddhiste d'Europe. Ses fondateurs étaient évidemment une troupe de 68 arts mous du cortex, ayant commencé par squatter un château délabré, avant de demander en 1970 la permission au Kalu Rinpoche de créer une communauté de lamas crachoteurs sur les lieux mêmes de leur déshérence. Le magasin du temple présente des kyrielles de fringues néo-népalaises, ainsi que des piles de savon végétal au miel, des sachets de thé yogi, et des bouquins comme Le pouvoir du bracelet en pierre fine et Le secret de leur force magnétique. Dire que la chapelle du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial n'est qu'à quelques battements d'ailes de ce lieu maudit. Aujourd'hui, j'en veux énormément à tous ces gens que j'entends depuis ma prime jeunesse décrire l'Extrême-Orient à l'aune de leur impuissance chronique. Le Japon souffre particulièrement de l'accumulation de ces fantasmes vibrionnants, la folie des mangas, animés ou non, les pénibles subtilités végétales des jardins zen, l'absence de toute religion transcendantale, la passion frénétique des nouvelles technologies, toutes choses aptes à exciter les désenchantés professionnels qui hantent les couloirs de ce qu'est devenu la culture occidentale et qui m'ont détourné de ce pays bien plus profond et charnel que je ne pouvais le deviner. Fort heureusement, l'inintérêt ressenti envers cette civilisation n'était pas suffisamment aigu pour que je refusasse de saisir l'opportunité de me rendre à Otsu, Osaka et Kyoto le mois dernier. Le bouleversement que je ressentis fut à la hauteur de ma méconnaissance primordiale. Tout m'apparut comme à l'opposé de ce que l'on m'avait raconté, en un contraste positif extrêmement saisissant. Les Japonais des agglomérations sont pétris d'un stress permanent. Un businessman de Kobe
senior process engineer, rencontré par hasard, consacra plus d'1 heure à m'aider à trouver le chemin de mon hôtel situé au Dotonbori, à travers l'intense réseau arachnéen du métro d'Osaka. Ému par ma surprise de découvrir une ville aux luminescences urbanistiques si violemment tridimensionnelles, il prit même son temps pour me faire monter au sommet de la station Umeda, afin de m'offrir une vision panoramique de la cité quadrangulaire sillonnée en tous sens par des millions de feux mouvants, gigantesques panneaux publicitaires clignotants, croisements biseautés de phares de voitures et de bicyclettes, façades de buildings taillées comme des obliques de Boccioni. La sonate au clair de lune était diffusée par les haut-parleurs de la galerie commerciale. Je n'ai jamais aussi bien compris Beethoven que face à cette constellation électrique de scintillations satellitaires. En comparaison d'Osaka, Los Angeles fait un peu penser à Aubagne. Les Nippons sont corsetés dans leur tradition communautariste et ne disposent que de très peu de liberté personnelle. Je n'ai jamais vu d'individu aussi apte à se décider à tout donner en des laps de temps aussi courts. Tout de suite pourrait être la devise du Japon, s'il se décidait un jour à en adopter une. Juste après l'échange d'une poignée de phrases à connotation amicale, le tenancier de Nager dans la mer, un bar chic et ébréché, une spécialité d'Osaka avec l'okonomiyaki et le takoyaki, de Nipponbashi, m'offrit coup sur coup 3 verres d'alcool, whisky, gin et vodka, distillés au pays des 8 îles, pour sceller notre entente cordiale. Un autre exemple m'est plus cher. Le lendemain de ma rencontre avec la douce Sakiko, elle décidait, en 1 seconde et demie, juste avant que la porte du train ne se refermât, de briser en 1000 morceaux son emploi du temps d'infirmière pénitentiaire prévu depuis des mois, afin de m'accompagner dans ma visite de Kyoto, sa ville natale. L'indéniable spontanéité des Japonais, non pas en matière de sentiments, ô abjection, mais dans le domaine concret de l'acte physique, est un contre-cliché que j'ai eu la joie de traverser. Autre chose, oui, ce peuple serait ultranationaliste, maladivement raciste et biologiquement névrosé. Ce lieu commun est le pire de tous, le plus occidentalo-centriste, révélateur d'une incompréhension radicale de ce qui fait la substance de l'esprit japonais. Cette mauvaise réputation découle simplement du fait que le peuple nippon est probablement le moins commerçant de la planète, lorsqu'on a pour empereur un descendant direct de la déesse solaire Amaterasu. C'est un peu comme si on vivait encore en plein âge d'or. Les bourgeois n'ont pas encore eu l'occasion de prendre le pouvoir. Sous les Tokugawa, faire du commerce était même passible de la peine de mort. Le Krita Yuga prit clairement fin en 1946, date à laquelle Showa Tenno, admit sous la pression du général MacArthur qu'il n'était pas d'essence divine, ce qui fit entrer Mishima dans une colère masquée. Les Américains n'en étaient pas à leur première humiliation, rappelons les bateaux noirs du commodore Matthew Perry qui forcèrent le pays au XIXe siècle à s'ouvrir au commerce international, c'est-à-dire bien sûr à courber la nuque et se plier au modèle conquérant du libéralisme anglo-saxon. Aujourd'hui, la société japonaise est sans doute la seule à pratiquer un capitalisme non rentable et néanmoins parfaitement efficace. En gros, beaucoup de gens perçoivent un salaire à vie contre un travail qui peut s'avérer être très parcellaire, ce qui ne veut évidemment pas dire que personne ne bosse. À titre d'exemple, tel établissement du quartier réputé de Gion à Kyoto passe pour être le meilleur restaurant du Kansai. On y déguste, paraît-il, un généreux nabe. Vous ne trouverez aucune carte à l'extérieur pour la simple raison qu'il est nécessaire d'être parrainé pour y entrer. La cuisine est ici un rite qui tient autant de la poésie que du principe de vénération cosmique. Le Japon est le pays par excellence où, contrairement à l'adage cynique qui circonscrit notre mode de vie, tout ne s'achète pas, même quand on y met le prix. Quant à l'amour bébête des plantes géométriquement disposées en un long chemin zen libérateur de l'âme, il m'a complètement échappé. En revanche,
ce que j'ai vu dans chaque terrain autour des maisons de Kyoto. Ce sont de très savantes et très belles sculptures de pierre à la Brancusi, mais souvent délicatement moussues. Parfois, de petites rocailles mignonnes sont revêtues de chemises ou de t-shirts à franges, comme de sages enfants minéraux en permission de jeu sur la pelouse. Les ruelles de Otsu, au bord du grand lac vétuste Biwako, sont ponctuées de mini-sanctuaires boisés posés en plein trottoir, toujours encadrés d'éléments pierreux délicieusement bruts. Je ne vais pas tourner longtemps autour de la théière. C'est bien la présence permanente d'un subtil mélange de Shinto et de bouddhisme Mahayana qui m'a renversé dans les hauteurs célestes de l'extrême orientalisme. Et cela m'a pris par surprise, exactement comme Kierkegaard le disait du christianisme. Après avoir contemplé les beautés convenues mais définitives du Kinkakuji, le fameux pavillon d'or doctement posé sur un lac empli de carpes monstrueusement étranges, je demandai à Sakiko de me montrer le temple de la secte bouddhiste à laquelle elle appartient. Nous traversâmes alors Kyoto en bus, d'ouest en est, afin de rejoindre Kion-in. Kyoto est une ville mélancolique, ouatée et aristocratiquement triste. Il faut la comprendre. Après avoir été la capitale du Japon durant plus de 1000 ans, elle fut la seule ville à ne pas avoir été rasée par les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut le franco-russe Serge Elisseev qui conseilla à la Maison-Blanche de ne pas la condamner, sous peine de ne plus jamais pouvoir connaître de réconciliation possible avec le Japon par la suite. Les Nippons sont vraiment très gentils, mais tout de même 2000 temples et sanctuaires, 3 palais impériaux et un château atomisé, ça aurait fait désordre. Du coup, les Kyotoïtes se sentent comme des privilégiés de la bombe A, ce qui les rend quelque peu malaisés et fantomatiques. À propos, j'apprends, au moment où j'écris ces lignes, la mort du pilote d'Enola Gay. Pauvre petit garçon de 92 ans, comme il a dû souffrir de si bien dormir pendant toutes ces années, ainsi qu'il l'annonçait fièrement à qui voulait bien l'entendre. Nous grimpons les rudes escaliers menant à une gigantesque porte de bois, l'entrée principale de Kion-in. Un peu plus loin, le temple déploie ses fastes rigoristes derrière un tas de cendres dont les émanations servent à purifier l'esprit des visiteurs. Ce site a été fondé par le moine Honen, ardent promoteur de la doctrine de la terre pure au XIIe siècle. Je ne pouvais pas mieux tomber. C'est la forme la plus eschatologique du grand véhicule, centrée sur l'attente dévotieuse et ritualiste du dernier Bouddha, Maitreya l'invincible. Encore une histoire de cycle historique qui se termine, de spirale du temps qualifiée qui arrive en fin de course. Nous nous déchaussons pour entrer dans la grande salle bâtie en triptyque contemplatif. Une très forte émotion me fait presque venir aux larmes, due à l'indéniable beauté des décorations rouge vif, à l'afflux d'encens envoûtant, au rythme sourd et guttural de la célébration menée par les bhikkhus immobiles. Je contemple le profil droit de Sakiko, plastiquement absorbé par son univers intérieur. C'est beau, une femme qui prie. C'est quand même autre chose que les mémères gauchistes de Himalaya en Bourgogne. Nous passons ensuite sous les fourches codines d'un magnifique torii vermillon et traversons le vaste sanctuaire Shinto Yasaka Jinja, où tout un tas de gens font la queue pour pouvoir tirer sur une cloche et prier pour le salut de leurs ancêtres. Ici, c'est avec une louchée d'eau que l'on se purge le crâne. Un peu plus loin, je tombe sur un petit temple coincé au fond d'une impasse, centré sur un Bouddha à croix gammée et annoncé par la statue de Jizo, le patron des voyageurs, des enfants et des fœtus. Portant un petit bavoir rouge autour du cou, pour rappeler aux passants qu'un enfant mort, en fausse couche ou avorté, peut toujours revenir en douce, comme l'enfant mirage dans le conte de Hendrik Kramer.
Ne me dites plus jamais que les Japonais ont perdu leur âme dans les écrans plasma et les oscilloscopes numériques. Parlez pour vous, mais laissez les autres en paix, bordel de merde, de grâce. Je passais ma dernière nuit à marcher dans les rues interlopes du quartier défraîchi de Shinsekai, un district jadis branché, élaboré au pied de la vieille Tsutenkaku, la tour Eiffel du Japon. Tout le monde me disait d'éviter absolument de fréquenter ces rues, un tantinet pourri, craignant pour mon intégrité physique. Je souris intérieurement lorsque je croisais les délinquants d'Osaka, Bosozoku, rieurs et mutins. C'est pas les lascars de la Belle de Mai. Je me suis rarement autant senti en sécurité qu'au cœur de ces ruelles mal éclairées, positivement louches et bellement équivoques. À peine me suis-je fait poursuivre par un travelot sexagénaire sur quelques mètres, me suppliant d'entrer en sa demeure pour me faire éprouver sa virtuosité buccale. Et puis, au détour d'un trottoir un peu plus propre que les autres, je tombais soudain sur un alignement effarant de môles bruns sombres. C'était une armée de mendiants, dormant en file indienne, chacun d'eux s'étant entouré d'une tente parallélépipédique faite de cartons d'emballage. Cela ressemblait à un long chapelet de cercueils vermoulus. Je regardais autour de moi, il y en avait partout. Une troupe avait même pris position devant la porte d'entrée du zoo. Un malheureux dormait les bras ouverts, comme crucifié au sol par le froid saisissant. J'avais entendu dire que Jésus-Christ, après avoir échappé in extremis à la crucifixion, s'était enfui jusqu'au nord du Honshu, où il décéda à l'âge de 106 ans aux côtés de son épouse Miyu. Sa sépulture est, paraît-il, visible au cimetière du petit village de Shingo. Je savais désormais que je n'avais plus aucun besoin de m'y rendre. Le tombeau de Jésus, il était là, devant mes yeux éplorés. Connaître un pays, c'est aimer ses pauvres. Je sentis profondément qu'il n'y avait plus rien à dire. Une étrange mélancolie se fit jour en moi, semblable à ce que je ressentis le premier soir face aux splendides geishas pinçant très délicatement les cordes de leurs koto en une série de poignantes cascades sonores. Une mélancolie aquatique, enfantine, vivement lacrymale, qui ne quitte plus la moelle de mes os.